Bonjour à tous, bonjour monsieur l'ambassadeur Joshua Zarka. Aucune réponse strictement militaire ne peut produire les effets recherchés. Il faut une reprise des discussions diplomatiques et techniques. Ces mots, vous les avez entendus, ce sont ceux d'Emmanuel Macron hier soir au Conseil de défense, après donc les frappes américaines sur l'Iran. Comment vous les recevez? La France finalement et d'autres pays européens prennent acte de ce qui a été fait dans la nuit de samedi, mais ne l'approuvent pas. Non, c'est pas qu'ils ne l'approuvent pas, c'est qu'il faut comprendre. Pour chaque action militaire, il y avait une action diplomatique qui a échoué avant cela, ensuite l'action militaire dont nous avions besoin. Et pour terminer l'événement, excusez-moi, je vous en prie. Et pour terminer l'événement, il faut terminer l'événement avec une action diplomatique. Et c'est donc, je pense que cela dont le président parle, ça ne veut pas dire, qu'il n'approuve pas de l'opération. Je pense que le président... Il ne dit pas qu'il l'approuve. Non, mais le il président... dit qu'il faut la désescalade, il faut ne pas se contenter d'une opération militaire. Voilà, ne pas se contenter de l'opération militaire. Mais est-ce que c'est aussi votre position? Ne pas se contenter de l'opération militaire ne veut pas dire que l'opération militaire est désapprouvée. Le président a dit d'une façon très claire que le programme nucléaire iranien était un programme dangereux, et c'est ce qu'ont dit d'autres dirigeants européens. Et je dirais même que le président, le chancelier allemand a dit que Israël faisait le travail sale du monde. Alors donc, il y a une grande différence entre dire il faut terminer l'événement avec de la diplomatie et entre désapprouver. C'est deux choses différentes. Mais monsieur l'ambassadeur, vous aussi, vous dites qu'il faut terminer l'événement, comme vous dites, par la diplomatie, ou bien vous avez l'objectif, parce que c'est quasiment affiché, de détruire le régime iranien par la force? Non, ça n'a jamais été le but de détruire le régime iranien. Nos buts sont très clairs. Il y a deux buts. Premièrement, détruire les capacités nucléaires qui peuvent être utilisées à des fins militaires. C'est ce que nous faisons, c'est ce que les États-Unis nous aident à faire. Et ensuite, détruire leurs capacités balistiques. Ce sont deux menaces qui peuvent être très dangereuses et même existentielles pour notre pays. Le renversement du régime n'est pas un but, n'est pas une cible comme telle. Par contre, si ça arrivait, ce serait très bien pour les Israéliens, pour les Iraniens et pour la stabilité de la région. Mais lorsque Benjamin Netanyahou, votre Premier ministre, dit que l'intervention américaine vous a rapproché de vos objectifs, encore une fois, vos objectifs, c'est juste détruire l'arsenal militaire et nucléaire iranien. Mais lui, M. Donald Trump, il dit que les capacités d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été, je le cite, complètement et totalement détruites. Quelle est la réalité? Donc vos objectifs, ils sont atteints. Non, j'ai bien dit, nous avions deux objectifs. L'un nucléaire, l'autre balistique. Les deux ne sont pas encore atteints. D'accord? Ensuite, il est trop tôt pour savoir d'une façon claire et nette si ces frappes ont totalement réussi. Donc M. Trump a parlé trop vite. Non, c'est pas que M. Trump a parlé trop vite. M. Trump est le président des États-Unis, il sait ce qu'il dit. En tout cas, nous, pour l'instant, nous n'avons pas encore les preuves qui nous suffisent pour dire qu'effectivement, ces frappes ont mis fin complètement au programme nucléaire iranien. M. Grossi disait ce matin même, M. Grossi, le directeur général de l'AIEA, disait ce matin même qu'il est encore trop tôt pour savoir exactement ce qu'il en est. Mais c'est aussi votre sentiment qu'il est trop tôt? Je pense que c'est trop tôt, effectivement, parce qu'on voit... Quand est-ce qu'on saura si effectivement les installations nucléaires? J'y arrivais. Je pense que d'abord, il faut voir il faut que les choses se calment. Ensuite, il faut rentrer dans le site de Fordo, si c'est possible d'y rentrer, et ensuite vérifier. Alors, ça prendra un certain temps. Mais par contre, on voit clairement que ces bombardements ont eu un effet très important, et surtout à Natanz, qui est le site d'enrichissement principal. Là, c'est clair qu'il a été complètement détruit. Mais monsieur l'ambassadeur, quand le président américain, quand son vice-président parle de paix, veut imposer, je cite, la paix par la force, est-ce que c'est crédible, est-ce que c'est réalisable, selon vous, d'avoir ce résultat? Je pense que l'Europe... Comment peut-on faire la paix sous un tapis de bombes? Je pense que l'Europe est vraiment l'exemple parfait de l'idée qu'on peut faire la paix en utilisant la force. Parce que si la force n'avait pas été utilisée il y a 80 ans, il n'y aurait pas eu de paix. Alors, dire qu'il est impossible d'imposer la paix par la force, c'est vraiment oublier l'histoire de l'humanité, pratiquement. Oui, mais la population iranienne, qui est pourtant loin d'être entièrement acquise à la cause du régime, n'est pas en train de se révolter ou de vouloir renverser le régime. Ce n'est pas ce qu'on observe en tout cas. Excusez-moi, mais vous mélangez un peu les choses. Les cibles ne sont pas le renversement du régime. Donc vous pouvez composer avec ce régime actuel? Je ne sais pas que nous pouvons composer avec ce régime, c'est un régime ennemi. Mais si ce régime était renversé, c'est très bien pour Israël et pour le peuple iranien. Alors, est-ce que ça va être fait? Ça dépend des Iraniens, c'est à eux de le décider.
et à eux de le faire. Quel prix les Israéliens, eux, sont-ils prêts à payer pour ces objectifs? Votre capital économique, par exemple, Tel Aviv vit, par exemple, une grande partie de sa population dans les abris. On en est à une 25e alerte, je crois, depuis le début des hostilités. Combien de temps cela va durer? La population tient? Mais j'ai mes enfants là-bas, mes petits-enfants. À chaque fois, je suis réveillé quand il y a une alerte chez eux. C'est difficile, mais nous sommes résilients. Vous savez, la question est l'alternative. L'alternative, c'était l'Iran avec la capacité nucléaire et la capacité de nous détruire. C'est un régime qui le disait d'une façon très claire. Nous voulons détruire Israël, nous détruirons Israël et nous développons la capacité de le faire. Alors, nous, avec l'histoire que nous avons, le peuple juif, l'État d'Israël, on ne peut que prendre ce genre de menaces très au sérieux. Et c'est ce qu'on a fait, on les a pris très au sérieux. La France compte de nombreux ressortissants qui souhaitent quitter Israël. Ils sont environ 100 000. Des avions, notamment A400M, vont être mobilisés. 160 Français ont été rapatriés dès hier. Quelle est votre position là-dessus? Vous leur dites, il faut rester? Vous comprenez qu'ils veulent revenir en France? Vous allez même les aider, peut-être? Bien sûr, on les aide. La France n'aurait pas pu faire entrer des avions sans l'aide de l'État d'Israël, sans l'accord de l'État d'Israël. Bien sûr, l'idée, c'est qu'ils Vous comprenez qu'ils partent? Mais bien sûr, c'est l'idée, c'est qu'ils puissent partir tranquillement, sans être menacés. Parce que vous savez, quand même, il y a des missiles qui tombent régulièrement chaque jour sur Israël. Et c'est tout à fait normal que des gens qui sont en vacances en Israël, qui étaient en vacances en Israël, veuillent quitter, ou des Français qui habitent là-bas. Mais généralement, il faut dire, c'est plutôt l'inverse. Les gens qui ont la nationalité israélienne, dès qu'il y a un problème en Israël, veulent tous rentrer en Israël. Parce qu'on est solidaires, on veut être les uns avec les autres. Mais il arrive qu'il y ait des gens qui soient en vacances, il y ait des gens qui aient visité leur famille. Et donc, il est tout à fait normal qu'ils veuillent rentrer chez eux. Et Israël aide la France à repatrier ces personnes. Monsieur l'ambassadeur, pendant ce temps, la guerre continue dans la bande de Gaza. Les corps de 3 otages ont été rapatriés hier en Israël. Benjamin Netanyahou avait dit, le 15 juin, il avait dit qu'il avait identifié une ouverture à propos des otages, parler de nouvelles négociations. Et depuis, il n'y a plus rien. Si vous obtenez des résultats en Iran, est-ce que cela aura une conséquence sur ce qui se passe à Gaza? D'abord, il faut dire qu'il y avait des négociations qui avaient lieu et nous espérions qu'elles aboutissent. On pensait que ce serait effectivement la fin de la guerre à Gaza, mais il faut dire qu'il y a une solution qui est très simple, le retour de nos otages. Il y a encore 23 otages israéliens, 20 otages, mais en 3, on ne sait pas, 22, on ne sait pas encore quel est leur statut, mais il y a encore 20 otages en vie et encore 50 otages en tout. Est-ce que cela justifie Si ces otages étaient libérés demain, ce serait immédiatement la fin de la guerre. Est-ce que ça justifie? Est-ce que ça justifie les souffrances de la population civile de Gaza, la famine qui règne, les critiques que vous recevez du monde entier? Des otages qui ont été kidnappés de leur lit, de chez eux. Le 7 octobre, il y a 2 ans, ils sont dans les conditions les plus terribles dans les tunnels du Hamas. Est-ce qu'un pays a le droit de laisser tomber ses propres citoyens, de les laisser... à ce qu'il y ait encore et toujours des centaines par semaine de victimes dans la bande de Gaza, monsieur l'ambassadeur? Si nos otages étaient libérés hier, la guerre aurait terminé hier. Si nos otages seront libérés ce matin, la guerre sera terminée ce matin. C'est très simple. Si nos otages ne sont pas libérés, malheureusement, cette guerre continuera. Merci, monsieur l'ambassadeur d'Israël. Je suis à Zarqa et c'est la suite de Télématin. Merci beaucoup.